peux donner un conseil à toutes les personnes qui écoutent ce podcast, c'est que si vous avez des symptômes comme ça qui arrivent, parlez-en tout de suite, parlez-en à votre entourage, à votre milieu professionnel. Ne perdez pas de temps là-dessus. À partir du moment en fait, où j'ai été diagnostiqué, j'ai dit de toute façon, je n'ai pas le choix, je l'accepte. Donc, le corps humain est quand même incroyable. T'as ça qui t'arrive, tu es capable de courir un marathon de Paris. Bien-être vient réellement du mouvement. C'est important d'utiliser ce mot-là. Je ne parle pas de sport, je ne parle pas forcément d'activité physique, de mouvement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destinée à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur le podcast Santé d'entrepreneur où on reçoit des dirigeants d'entreprise qui ont pris conscience de l'impact de leur santé sur leur développement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Guillaume Lodini. Et du coup, Guillaume, je vais te laisser tout de suite la parole pour que tu puisses te présenter en détail de qui tu es, de ce que tu fais et d'où tu viens pour qu'on puisse vraiment comprendre l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui. Super. Bonjour Bérénice, merci pour ton invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je vais vous faire une présentation complète de mon parcours. Je m'appelle Guillaume Lodini, j'ai 39 ans et j'habite dans la belle région du Luberon, donc entre Avignon et Aix-en-Provence. J'ai déjà eu plusieurs vies avant de vous parler aujourd'hui, parce que moi, j'ai commencé ma carrière dans l'armée de terre en 2005. J'avais 18 ans. En fait, j'ai eu mon bac et à 18 ans, je me suis engagé dans l'armée de terre, donc dans les troupes de montagne. J'ai quitté Avignon, ma ville où je suis né, pour rejoindre Grenoble et pour rejoindre les troupes de montagne. Donc globalement, les chasseurs alpins, les spécialistes en ski. Première anecdote, j'avais jamais fait de ski de ma vie avant de rejoindre l'armée de terre et avant de rejoindre les chasseurs alpins. Donc, ça a été une première grande aventure professionnelle puisque je suis resté 5 ans au sein de l'armée de terre à travers différents postes, radionavigateur, j'étais dans les équipes d'observation pour observer les tirs d'artillerie en montagne, j'ai été pilote blindé et j'ai eu le grand plaisir d'être projeté 2 fois à l'étranger puisque je suis parti une fois en Polynésie française, donc à Tahiti, en 2005 et une fois en Afghanistan entre 2007 et 2008. Donc, ça a été vraiment les 5 premières années marquantes de ma vie. Je n'avais jamais travaillé avant, je n'avais jamais été en stage, donc j'ai découvert la réalité brute du terrain. Ça a été un peu l'école de la vie ces 5 premières années dans l'armée. Voilà, donc quelque chose qui a été très enrichissant pour moi professionnellement et personnellement, et qui m'ont donné beaucoup de bases qui me servent encore aujourd'hui d'ailleurs. À la fin de ces 5 années d'armée, malheureusement, j'ai fait 2 fois les tests pour entrer dans les forces spéciales, les commandos, et je les ai ratés 2 fois. J'avais ni la condition physique, ni, je pense, aussi la maturité pour réussir
à intégrer cette unité d'élite qui était mon rêve. Donc, Alors, je me suis laissé… Oui, oui, vas-y, Bérénice, je oui, t'écoute. excuse-moi. Alors, du coup, petite question, je me permets de rebondir au fur et à Oui, mesure que tu expliques ton parcours. Quand tu dis que tu n'avais pas la condition physique, j'allais justement te demander, la condition physique, j'imagine qu'elle a une importance quand on rentre dans l'armée. ouais. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai réussi à acquérir une bonne condition physique en étant au sein de l'armée, parce que je partais pratiquement de zéro. À part un petit peu de natation que je faisais, quand je suis arrivé à l'armée, j'arrivais pas à faire une pompe, j'arrivais pas à faire une traction, je finissais pas les footings, je suis parti du niveau zéro. On m'a entraîné, c'était un entraînement du quotidien dur, donc j'ai réussi à acquérir un certain niveau. Ce certain niveau m'a permis d'être sélectionné pour passer les tests d'entrée des forces spéciales, sauf que je n'ai pas réussi à tenir sur le long terme, à savoir que c'était pour la première sélection que j'ai faite, c'était une formation qui était censée durer 18 mois en continu, bon, avec des jours de repos évidemment, mais c'est la formation la plus difficile de France au sein de l'armée, au commandement des opérations spéciales. Autant te dire qu'au bout d'un mois, mon régiment dans lequel j'étais vraiment cassé de partout, physiquement, moralement, j'ai pas tenu du tout. C'est l'élite. On était 21 sélectionnés. Je sais qu'au terme des 18 mois, il y en a deux qui ont été brevetés, qui ont réussi à être intégrés dans les forces spéciales. Donc malheureusement, je n'en faisais pas partie et je suis parti, moi, sur les 18 mois, je suis parti au bout de 1 mois et demi. Donc j'avais une condition physique, mais pas celle, j'avais pas la meilleure condition physique qui m'aurait permis de rentrer dans l'élite de l'armée française. Ok, compris. Bon, alors du coup, après Voilà. ça, après cette épreuve, peut-être que comment tu l'as vécue à ce moment-là? Bah, alors je l'ai bien vécu. Mes 5 ans d'armée, je les ai bien vécus d'une manière générale. J'ai été très déçu de ne pas pouvoir rentrer justement dans ce corps d'élite. C'était un peu mon rêve de gamin, hein. Quand j'étais petit, on me demandait toujours qu'est-ce que tu veux faire plus tard. C'était toujours militaire, militaire, militaire. Et bah, j'étais bercé par les films d'action, les choses comme ça. Donc c'était mon rêve, voilà, de rentrer dans les commandos. Donc finalement, très, très déçu de ne pas pouvoir le faire. Donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis posé des questions. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes militaire de manière classique et tu continues dans ton poste? Est-ce que tu retentes les tests des forces spéciales? C'est forcément possible. Ou est-ce que tu changes de vie? Est-ce que tu veux pas aller faire autre chose, voir ce qui se passe à l'extérieur? Donc c'est la décision que j'ai prise. J'ai pris une décision assez folle, c'est-à-dire que j'ai quitté mon contrat à l'armée, j'ai quitté mon statut de militaire pour reprendre mes études, puisque j'avais que un bac littéraire au moment où j'ai intégré l'armée, je n'avais aucun seul diplôme. Donc j'ai commencé à faire des recherches, peut-être 1 an avant de quitter l'armée, en me disant, voilà, si demain tu dois trouver un métier, un poste, quelque chose qui te permet d'avoir du travail tout de suite, qu'est-ce que tu peux faire comme étude? Au départ, moi, ma passion, ou en tout cas sur c'était le journalisme. J'ai commencé à me renseigner, à faire une école de journalisme et voilà. Et le conseil était clair, si je quitte l'armée pour faire une école de journalisme, il n'y aura pas forcément de métier derrière. Je risque d'être pigiste, je risque pas de trouver de poste. Donc ça je trouvais ça un peu compliqué. Et la plupart des écoles étaient sur Paris. Donc il y avait trop de paramètres complexes qui faisaient que je n'ai pas fait du journalisme. Je me suis renseigné et j'ai vu que le commerce embauché, qu'il y avait toujours des postes, soit de commercial, de vendeur en boutique, etc. Et je me suis dit, je vais reprendre des études et je vais essayer d'intégrer une école de commerce. Donc, je suis rentré dans une école de commerce à la base pour faire un BTS négociation relation clientèle en me disant, je vais avoir un bac+2, je vais pouvoir devenir vendeur en boutique ou commercial et puis évoluer par la suite. Et en fait, je me suis passionné par mes études. J'étais en alternance en même temps, je me suis passionné, j'ai fait un bac+1, 2, 3, 4 et 5. Au final, j'ai passé un cursus complet, j'ai passé un master 2 en stratégie de marque, innovation et lancement de nouveaux produits et de services, et j'ai obtenu un master 2 en marketing. Donc, c'est assez marrant aussi de me dire que avant de rentrer à l'armée, j'ai eu un bac, certes, mais j'ai eu un bac de justesse. Mon bac littéraire, je l'ai validé avec 10,01 de moyenne. Je n'aimais pas l'école, j'étais pas fait pour ça. Mes notes étaient vraiment en dents de scie. Je n'aurais jamais pensé reprendre un cursus d'études. Et au final, j'ai trouvé ça tellement passionnant, le marketing, ce qu'on nous enseignait, que j'ai continué là-dedans.
Et au final, j'ai eu un master 2 marketing en 2015. Euh, et à ce moment-là, j'étais en alternance chez Schneider Electric, donc leader mondial de la gestion d'énergie, et je faisais mes études sur Grenoble. Donc, j'ai réussi à obtenir à l'issue de mon master 2 en marketing un CDI chez Schneider Electric, ce qui est une très belle opportunité, ce qui est une très belle opportunité pour moi. Et au final, j'ai fait toute ma carrière en marketing chez Schneider Electric, puisque j'y suis resté de 2012, pardon, au début de mon alternance, jusqu'à 2024. Ok. Donc jusqu'à 2024. J'ai eu, je crois, 7 ou 8 postes différents au sein de Schneider Electric. Je suis passé par le commerce, je suis passé par la stratégie, je suis passé par le marketing. Et voilà, donc 12 belles années au sein de Schneider Electric. Ok, bon, génial. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, parce que c'est grâce à Florian Duchesne qui a travaillé avec toi, qui nous a mis en lien. Donc, merci C'est exactement Florian au ça. petit passage Mm. pour la mise en relation avec toi, Guillaume. Et alors, du coup, fin de la carrière chez Schneider, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, donc du coup, je te parle de 2024 et de ces 12 ans passés dans le marketing. Il s'est passé un élément important en 2022. Donc, pour reprendre le contexte, on était en décembre 2021, j'habitais sur Aix-en-Provence et en décembre 2021, je suis parti en réunion sur Paris puisqu'on avait une réunion d'équipe à ce moment-là au siège social. Et un matin, pendant la réunion, je décide d'aller aux toilettes. Bon, bah, rien de bien choquant, c'est classique. Sauf qu'en allant aux toilettes, je me suis retrouvé paralysé côté gauche. Je ne sentais plus mon bras, je ne sentais plus ma jambe, je n'arrivais plus à bouger. Et cet événement a duré à peu près une dizaine de secondes, même pas. Le truc, c'est que j'en ai parlé à absolument personne. J'ai repris ma réunion, j'ai repris ma journée, j'ai repris ma soirée. Bref, tout s'est bien passé. J'ai essayé de plus y penser. Le lendemain, l'événement en fait s'est reproduit au même endroit, les mêmes symptômes, une dizaine de secondes, le bras, la jambe complètement bloqué. Première chose qui m'est passée dans la tête, c'était que c'était peut-être un AIT ou un AVC et j'ai pris le risque d'en parler à personne. Donc, si je peux donner un conseil à toutes les personnes qui écoutent ce podcast, c'est que si vous avez des symptômes comme ça qui arrivent, parlez-en tout de suite, parlez-en à votre entourage, à votre milieu professionnel. Ne perdez pas de temps là-dessus. Parce que la mauvaise idée que j'ai eue, le mauvais réflexe que j'ai eu, c'est de dire je vais en parler à personne, puisque je ne veux pas voir de médecin sur Paris, je ne veux pas être hospitalisé sur Paris, je veux rentrer chez moi sur Aix-en-Provence. Donc ça, je le déconseille fortement à tout le monde, bien évidemment. Donc j'ai repris mon train le deuxième jour, suite à la réunion. J'ai pris le train, je suis rentré sur Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, on m'a conseillé tout de suite de faire un scanner et la chance que j'ai eue, c'est qu'en général, les scanners, surtout dans le sud, c'est compliqué d'en avoir. On peut mettre 1 mois, 3 mois, des fois 6 mois pour avoir un simple examen. La petite étoile a fait que j'ai réussi à trouver un scanner dès le lendemain, un créneau qui s'est libéré, une personne qui a annulé son rendez-vous. Donc j'ai passé le scanner. Donc, je passe mon scanner. Déjà, j'ai pas l'habitude, moi, de passer des examens médicaux puisque je suis jamais malade, je suis jamais rien cassé. Je passe mon scanner, c'est déjà assez déroutant quand même. Et puis, je prends un exemple, quand on se fait une entorse de la cheville et qu'on passe un scanner ou quand on passe une radio, on reçoit les résultats plusieurs jours après. Le médecin nous appelle, bon, j'ai analysé vos. Et là, le médecin me dit, enfin, le spécialiste de la radio me dit, je peux vous voir, s'il vous plaît. Et donc, du coup, il me fait rentrer, c'est déjà pas bon signe, il me fait rentrer dans son bureau. Et en fait, il m'explique que j'ai des inflammations de la substance blanche dans le cerveau. En fait, j'ai des espèces de petites taches blanches qui ressortent nettement sur le scanner à des endroits stratégiques. J'en avais 4. Donc, commence à m'expliquer ce qui se passe et je crois que je comprends rien en fait. Je suis tellement mes yeux sont, je suis ébahi, je suis inconscient de tout ce qu'on me raconte et j'essaye de creuser, tu vois. Je lui dis, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il me dit, ah, bon, monsieur, on peut pas savoir. Il faut falloir passer des examens complémentaires. Moi, je suis pas neurologue, je suis pas un spécialiste, je peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le pire des cas, bah, ça pourrait être synonyme de sclérose en plaques.
Je sais pas, moi, on me dit sclérose en plaques, on m'emploie ce mot pour la première fois, je ne sais pas du tout ce que c'est, à part une image très négative. Et malheureusement, le rendez-vous s'arrête là-dessus. Je suis obligé de repartir avec mes radios chez moi. Ben voilà, et maintenant, il va falloir faire d'autres examens. Donc, je rentre chez moi avec ma radio sous le bras. Je range ma radio, je fais ma petite soirée tranquille. Et je crois 2 heures, 3 heures peut-être après être rentré, je vais pour récupérer la radio dans un tiroir puisque je souhaitais prendre des rendez-vous complémentaires en ligne. Et en fait, je me suis retrouvé complètement paralysé côté gauche, plutôt pris par des douleurs atroces. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle de la dystonie. La dystonie, c'est des contractions involontaires du muscle, des raideurs du muscle. Donc, j'ai le bras, la main, la jambe qui se sont refermés sous la douleur et je suis tombé au sol de douleur, en fait. Donc, j'ai appelé mon voisin qui n'était jamais là, mais qui ce soir était là. Et donc, le voisin qui habite juste à côté, la porte d'à côté. Et il est venu, il est rentré, et il a attendu les urgences avec moi, il a attendu les pompiers avec moi. Voilà. Donc, j'ai été hospitalisé pendant 5 jours. Donc, 5 jours à passer des examens, 5 jours sous corticoïdes, 5 jours à passer IRM, scanner, encéphalogramme, pour Lambert, la totale, quoi, le check-up complet. Et j'ai été diagnostiqué d'une sclérose en plaques en janvier 2022. Donc le 6 janvier 2022, pour être précis, le diagnostic est tombé. De toute façon, tout portait à croire, tout portait à diagnostiquer une sclérose en plaques et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, le diagnostic est tombé ce jour-là. Et alors, c'est quoi du coup? Donc, pour faire simple pour les auditeurs, pour essayer de schématiser un peu cette maladie, donc c'est une maladie qui affecte le cerveau et la moelle épinière. En gros, on a nos nerfs qui sont entourés d'une gaine dans notre corps. On va prendre le parallèle avec l'électricité. L'électricité, tu as un fil électrique, tu as une gaine autour pour protéger le fil électrique. Moi, j'ai j'ai mon corps et mon système auto-immune qui se rebelle et qui attaque la gaine qui est autour de ce fameux nerf. Donc en fait, c'est juste mon corps qui se rebelle, qui attaque la gaine. Donc ça peut avoir des effets, je le disais, sur le cerveau, la moelle épinière, sur le système moteur, sur la vue, sur le système urinaire, sexuel, etc. Donc, à savoir que pour chaque personne, la sclérose en plaques est différente, les symptômes peuvent être différents. Ça peut passer par des picotements, par des brûlures, par des atteintes moteurs, par des choses plus ou moins fun. Euh, mais voilà, donc dans ma grande chance, c'est que je n'ai pas de séquelles de cette première poussée, puisque à chaque fois que tu as des crises comme ça, on appelle ça des poussées. Donc de cette poussée qui a eu lieu en décembre 2021, je n'ai pas eu de séquelles. Je garde un léger manque d'équilibre côté gauche, puisque c'est vraiment ce côté-là qui a été attaqué. Le manque voilà, d'équilibre d'un côté. Le symptôme le plus fréquent, le plus commun à tous les patients est une fatigue chronique. Donc, fini les grandes soirées, les longues soirées, les nuits blanches. Maintenant, je passe des bonnes journées, mais je me couche relativement tôt. En tout cas, des soirées très calmes. Obligé de changer mon mode de vie pour avoir un mode de vie plus équilibré. Donc ça, on va pouvoir en parler après, puisque c'est lié forcément à ma nouvelle vie dont on n'a pas encore parlé. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait 4 ans, bientôt 4 ans que j'ai été diagnostiqué. En janvier 2020, en 2026, ça fera 4 ans. Et j'ai pas eu de poussée supplémentaire. Et surtout, ma grande victoire, c'est que chaque année, je passe un scanner, 2 scanners même, pour vérifier l'état. Et il n'y a aucune évolution négative depuis 2021 et 2022. C'est-à-dire qu'aucune nouvelle lésion n'est apparue dans mon cerveau, 0 lésion dans la moelle épinière. J'ai une santé qui est stable et la maladie n'évolue pas. Elle n'évolue pas dans le sens inverse, puisque malheureusement, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Elle se traite. J'ai un traitement. Je vais toutes les 5 semaines à l'hôpital.
mais elle ne se guérit pas. Il n'y a pas de remède miracle aujourd'hui. Mais par contre, je vais bien. Moi, je me considère en tant que patient CEP en pleine forme. Et on va en parler après. Je pense même avec ma CEP être plus en forme que 90% de la population française. Ça, c'est un Ok, chiffre qui a été vu, discuté avec les médecins. j'adore ton teasing. Mm, Alors du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait, quand tu as le diagnostic qui est tombé, professionnellement, personnellement, moralement, comment mm. tu es et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a plein de choses qui se passent. Bon, déjà, on m'annonce, on me pose le diagnostic, chose humaine, je pleure. Ok, chose humaine, je pleure, mais en même temps, on m'avait bien préparé. C'est-à-dire que ça faisait entre les examens, enfin plutôt entre la première poussée et le diagnostic, il s'est passé un mois. Pendant un mois, j'ai vu des médecins qui m'ont quand même bien épaulé, rassuré, en me disant, écoutez, aujourd'hui, la CEP d'aujourd'hui et la CEP d'avant, ce n'est pas la même. Vous avez vu, vous avez été diagnostiqué rapidement, on peut vous accompagner, il y a des traitements qui sont efficaces, donc on me rassure. Je pose toutes les questions, est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire du sport, est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir des enfants, parce que je n'ai pas d'enfants, est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? On me dit, mais oui, tout ça c'est possible, ça ne nous empêchera pas et tout. Et le premier réflexe que j'avais eu à l'hôpital, c'est de dire, bon, je peux faire tout ça, c'est bon, alors je peux tout faire, enfin, la vie elle continue, quoi. Donc, à partir du moment en fait où j'ai été diagnostiqué, j'ai dit de toute façon, je n'ai pas le choix, je l'accepte. Ok. J'ai pas eu le. Normalement, quand on nous annonce une chose comme ça, un diagnostic comme ça, on passe par plein d'étapes différentes, la colère, le déni, on essaie la négociation aussi, mais pourquoi moi, etc. Le questionnement. Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être pour plein de raisons, mais qui m'échappent, j'ai accepté. J'ai dit, bon, ben, ok, allez, maintenant, on va mettre en place le traitement. Première chose que j'ai envie de faire, c'est de retourner au sport. Je suis retourné au sport pour la première fois avant même le diagnostic. C'est-à-dire que fin décembre 2021, j'étais déjà à la salle de CrossFit. Donc, je n'avais qu'une envie, c'était reprendre le sport. C'était vraiment ce qui me motivait. Et donc, quand j'ai eu le diagnostic, j'ai continué mon travail. J'étais commercial à ce moment-là, cette année-là. J'ai continué mon travail. Au contraire, j'ai eu envie de continuer à avancer professionnellement, etc. Il y a plein de choses qui se sont passées puisque j'ai commencé à parler du diagnostic et de la maladie sur les réseaux sociaux. Donc à l'époque, c'était que sur LinkedIn puisque je n'avais que LinkedIn, j'avais pas de Facebook, pas Instagram, etc. Je demande à mon chef, je lui dis, écoute, moi, j'ai envie d'en parler, envie de dire que malgré la maladie, bah, je vais continuer à avancer, que les projets et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Est-ce que tu trouves que c'est se tirer une balle dans le pied que de dire à la France entière que je suis malade? Est-ce que ça va pas me couper d'opportunités professionnelles pour la suite, etc. Il m'a dit, fais-le avec la manière dont tu es toi, la manière dont tu vois les choses, de manière optimiste, positive, fais-le. Ça ne te desservira pas. Donc, j'ai fait un post LinkedIn, j'ai annoncé que ce diagnostic était arrivé, et au final, j'ai eu plus de soutien que de. J'ai eu aucun message négatif, c'était du soutien et tout. Moi, ça m'a donné envie de communiquer sur le sujet. Premier gros projet que j'ai fait à l'issue du diagnostic, c'est que je m'étais inscrit au marathon de Paris. Donc, 3 mois après mon diagnostic, j'ai participé à mon premier marathon de Paris et j'ai couru 42 km et demi avec une sclérose en plaques. Donc, même pas 3 mois après être sorti de l'hôpital. Et là, j'ai eu le déclic de me dire, OK, t'as ça, mais t'es encore capable de faire ton premier marathon de Paris. J'ai eu mal, mais j'ai eu mal parce que je m'étais pas entraîné correctement. J'ai eu des courbatures, c'était une catastrophe. Mais je me suis dit, waouh, le corps humain est quand même incroyable. Tu as ça qui t'arrive, tu es capable de courir un marathon de Paris. Et ça m'a donné envie de communiquer sur le bienfait de l'activité physique, dans un premier temps pour les patients atteints d'une sclérose en plaques, mais après j'ai voulu aller plus loin. Donc ça a été le premier événement marquant de ma nouvelle vie, c'est la communication et c'est le dépassement de soi. Petit à petit, j'ai commencé à parler de plus en plus justement de ce bienfait de l'activité physique, parler de mon parcours, vouloir tourner des vidéos avec des amis qui ont une société de vidéoproduction, pour parler de l'activité physique, pour parler de la CEP et tout. Le temps est passé, j'ai changé de poste, je suis devenu responsable marketing France pour une entité. Et au final, j'ai chaque jour,
qui passaient, je voyais que je commençais à perdre le sens de mon métier. Je perdais le sens puisque j'avais 38 ans, 37 ou 38 ans, j'étais malade, j'éprouvais un bien-être à faire du sport, j'éprouvais un bien-être à parler de l'activité physique pour tous, le bien-être que ça pouvait apporter au quotidien, que ce soit pour des personnes malades en affection longue durée ou non. Et tous les jours, en allant au travail, je me disais, mais il y a un truc qui va pas là aujourd'hui dans mon métier, c'est que je ne prends plus de plaisir à faire ce que je fais. Je ne trouve plus de sens au pourquoi je me lève le matin. Ok, je crée des produits, plutôt j'aide à déployer des produits sur la France, je fais de la communication, je vais parler à des équipes de vente, mais ça me botte plus. Et petit à petit, tu vois, le temps est passé, ça devenait de plus en plus difficile d'aller travailler. Et jusque malheureusement, où un jour où j'ai pas réussi à me lever le matin, parce que j'avais trop de difficultés, j'avais trop le moral en berne. Je vais pas parler de burn-out, puisque le burn-out est plutôt lié à un excès, à un pas bien, à une pression, ce que je n'ai absolument pas vécu, puisque on m'a énormément épaulé au sein de la société dans le cadre de ma sclérose en plaques et de mes projets aussi liés au handicap et au sport. Mais c'est juste la perte de sens qui m'a guidé. Et en 2024, fin 2023, début 2024, j'ai posé le truc, j'ai dit je n'en peux plus en fait, je n'arrive plus à faire ce métier, je ne sais pas combien de temps je pourrais le faire encore. Aidez-moi, je pense que c'est un appel à l'aide, aidez-moi, je veux changer de métier ou carrément faire complètement autre chose. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par le service handicap et inclusion de la société qui m'a mis à disposition à une société pour faire un bilan de compétences. Donc, qui m'a accompagné sur un bilan de compétences pour évaluer, pour savoir ce que je voulais faire demain. Ça a mis du temps parce que j'ai fait 6 mois de bilan de compétences pour m'apercevoir que c'est vraiment l'activité physique qui me plaisait, qui me faisait lever tous les matins. Mais c'était tellement évident que j'ai mis 6 mois pour m'en apercevoir, puisque la première chose qu'on se dit quand on est en situation de handicap, puisque c'est ce que je suis hein, textuellement, c'est je ne vais pas devenir coach sportif. Bah si, en fait, ça la magie de la vie, c'est que en juillet 2024, j'ai été accepté dans une école de sport près d'Aix-en-Provence pour devenir coach sportif. Et j'ai quitté Schneider Electric en septembre 2024 pour intégrer cette école-là et devenir coach sportif. 12 ans de Schneider Electric se sont terminés. J'avais 37 ou 38 ans et je retourne aller sur les bancs de l'école pour devenir coach sportif. Donc voilà, 38 ans, situation de handicap, une sclérose en plaques et je veux devenir coach sportif. Ok, bon. Alors moi, il y a une question qui me vient et ça, c'est parce que je ne connais pas beaucoup. Enfin, ouais, j'ai pas d'informations sur la maladie de la sclérose en plaques. En quoi c'est un exploit de faire un marathon quand on est malade de la sclérose en plaques? Je ne sais pas si c'est un exploit. L'exploit, je pense qu'il est plus moral de se dire, bah, je vais continuer à avancer, je vais continuer à faire des défis. En fait, tout est relatif avec cette maladie, tout est variable en fonction de la personne. Tu peux être très bien au quotidien et enchaîner les marathons, comme tu ne peux pas plus du tout marcher, rester dans ton lit, être fatigué, ne pas faire de sport parce que tu n'y arrives plus, etc. Donc, c'est des symptômes qui sont très variables. J'ai la chance de pouvoir d'être affecté de manière moindre par les symptômes, mais c'est surtout que je sortais ouais, j'ai fait une semaine à l'hôpital, j'ai fait un mois de corticoïdes où ça a été très compliqué avec des gros maux de tête, avec des nausées. Ça résonnait comme dans une église dans ma tête, c'était très compliqué. Et au final, je me suis motivé. J'ai demandé au médecin, évidemment, avant. Je lui ai dit, bah, écoutez, j'ai un marathon dans 2 mois ou 3 mois. Est-ce que vous êtes OK pour que je le fasse? Et c'est en fait que c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait des personnes exceptionnelles dans le milieu de la sclérose en plaques qui faisaient des défis sportifs. Ça m'a permis de rencontrer plein de personnes qui m'ont motivé, qui m'ont dit que c'était possible. Et ça continue encore aujourd'hui. Et voilà. Ok. Et alors, en quoi tu penses, tu estimes, tu vis, bah, tu le vis sûrement, mais en quoi on peut dire que le sport
l'activité physique est un bienfait, en particulier pour les personnes qui sont atteintes Mm. d'une maladie, alors la sclérose en plaques ou peut-être d'autres maladies, ou d'une manière plus générale pour tous les gens qu'on est, quoi. Ouais. Du coup, moi, l'activité physique, au début, c'est vrai que je la ciblais. Bon, j'ai toujours fait de l'activité physique, hein, malgré le fait que je sois cadre, en ayant un passé de militaire. J'ai commencé à cibler le bienfait de l'activité physique pour les patients atteints de la sclérose en plaques, plutôt lié à l'équilibre, lié à la condition motrice, le fait d'activer les muscles, etc. Moi, j'ai une chose particulière quand même, c'est que j'avais des douleurs quand j'étais au travail, là, justement, quand j'étais cadre. J'avais des douleurs quand je restais assis toute la journée. Je passais ma journée à croiser les jambes, des douleurs, à devoir me lever régulièrement. On ne va pas parler de miracle, mais depuis que je travaille debout, on y viendra après, je n'ai plus ces douleurs-là. Mon bienfait, mon bien-être vient réellement du mouvement. C'est important d'utiliser ce mot-là. Je ne parle pas de sport, je ne parle pas forcément d'activité physique, de mouvement. Le mouvement aujourd'hui, c'est ce qui manque à la plupart des personnes. Que l'on soit cadre, qu'on soit entrepreneur, qu'on ne travaille pas, c'est le mouvement. On est devenu une population sédentaire. On passe 7 heures par jour à notre bureau. On a le dos courbé, on a la tête baissée. On mange, c'est important aussi, on mange une alimentation ultra transformée, on mange mal. C'est tous ces facteurs qui font que malheureusement, c'est assez fou de se dire qu'on vit de plus en plus longtemps, mais qu'en même temps qu'on vit de plus en plus mal, puisque on est susceptible d'avoir des affections de longue durée, des problèmes cardiaques, des problèmes moteurs liés à la sédentarité, des problèmes de surpoids. Le surpoids prend de plus en plus d'importance aujourd'hui dans les statistiques. Le fait de ne pas faire d'activité physique nous tue à petit feu. Le mot est fort, mais c'est la réalité, c'est le constat, c'est ce qui est décrié par tous les spécialistes. Aujourd'hui, il est important de bouger. Et moi, voilà, cette mobilité, ce mouvement me rend plus en forme que jamais. Je pense aujourd'hui que je suis capable de faire des challenges sportifs plus difficiles qu'il y a 10 ans en arrière, ce qui est complètement dingue quand même, alors que j'ai 4 ans de maladie. Mais le fait de bouger au quotidien, de se réhabituer à bouger, nous sommes clairement. Si j'ai un message à passer, c'est bouger. Bouger au quotidien. Ouais, complètement. On est d'accord. Ça fait écho avec le podcast de Guillaume Millet que j'ai enregistré, qui est un médecin spécialisé sur le mouvement justement et qui donne des éléments scientifiques par rapport à ça. Ok, donc alors du coup, aujourd'hui, Alors aujourd'hui, du coup, parce que là, j'ai repris mon école de sport en septembre 2024 et là, on est en décembre 2025. Donc moi, j'ai été diplômé de cette école de sport en septembre 2025. Donc c'était il y a peu de temps, hein, c'était il y a 3 ou 4 mois. Donc diplômé d'un brevet d'État, d'un diplôme national, ce qu'on appelle un BPGEPS, activité physique pour tous. Et depuis, bah, j'ai pas chômé puisque j'ai fini en septembre. Ce que je souhaitais, c'était me spécialiser dans ce métier-là. Donc, passer au-dessus du diplôme national et avoir un peu des spécialités pour me distinguer et surtout pour reprendre l'ADN de ce qui a fait de pourquoi je suis devenu coach sportif. Donc, je me suis formé en sport sur prescription médicale, c'est-à-dire pour accompagner des personnes en situation d'affection longue durée. Pour la faire simple, aujourd'hui, on a la possibilité d'aller voir son médecin traitant. Le médecin traitant va nous faire une ordonnance de prescription d'activité physique. Typiquement, pour une personne en situation de surpoids, il va lui dire bah, ça serait bien de faire 3 séances de sport par semaine, orienté sur tel et tel mouvement, peut-être les articulations, peut-être la fréquence cardiaque. Voilà, il va mettre un petit peu ses petites notes. Et une fois qu'il aura cette ordonnance, ce petit papier, on va l'envoyer vers un coach sportif. Ce coach sportif, ça va pouvoir être moi. Je vais pouvoir accompagner des personnes en situation d'affection longue durée, en situation de surpoids ou des seniors à intégrer le mouvement dans leur vie. Je vais pouvoir les coacher à domicile. Donc ça, c'est une première spécialisation. C'est une spécialisation sport santé, sport sur prescription médicale. Deuxième spécialisation, je me suis passionné par le Pilates.
étonnant, mais j'ai découvert le Pilates l'année dernière pendant mon stage. Et du coup, je me suis dit, je veux me spécialiser en Pilates, ce qui est, je précise, assez rare pour les hommes, malheureusement. Mais j'ai passé tous mes modules Pilates, niveau base, niveau avancé intermédiaire et petits accessoires pour faire avec les petits ballons Pilates, les choses comme ça. Donc, spécialité Pilates. Et enfin, troisième et dernière spécialité, j'ai fait diététique sportive pour accompagner le mouvement avec une alimentation saine, grâce à des rééquilibrages alimentaires, manger au bon moment, manger les bonnes quantités et manger pour soutenir l'effort physique, pour ne pas avoir des coups de fatigue, des creux ou des choses comme ça. Donc on est en décembre 2025, j'ai passé toutes mes spécialités. Et entre-temps, j'ai eu le bonheur de créer l'Odini Wellness. Donc, je suis auto-entrepreneur aujourd'hui, mais j'ai créé l'Odini Wellness. Voilà, j'ai mis mon nom de famille et le bien-être dans la même marque, finalement pour accompagner, ce que je disais, les personnes en présentiel, à domicile ou à distance, en créant des programmes de sport sur 3 mois. En étant coach de pilates aussi, en extérieur et en salle de fitness. Donc beaucoup d'activités forcément liées autour du bien-être et du mouvement. Ça, c'est qu'une partie de mes activités, puisque je développe aussi la partie conférence sport santé. Euh, pour donner plusieurs exemples, donc j'ai eu le plaisir d'intervenir sur le marathon de Paris cette année, pour parler de mon parcours, pour parler aussi de mon ascension du Kilimanjaro qui a eu lieu en 2024, parce que on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Ouais, mais il faut que J'ai tu nous en parles. Hum. Bon, on y revient après. Alors, j'ai pas Ouais. très promis. Donc voilà, je donne des conférences. Donc j'ai fait le marathon de Paris. Je suis intervenu auprès de France Travail pour parler du changement de vie, justement, de l'acceptation de la maladie, du changement de vie professionnelle. Je suis intervenu auprès de l'hôpital de Lille pour les patients atteints d'une sclérose en plaques. Donc vraiment, mon activité aujourd'hui, elle est scindée en deux. Le coaching sportif pour le vulgariser et la partie prise de parole en public auprès des établissements de santé, des entreprises, pour parler du mouvement et de l'intégration de l'activité physique dans notre quotidien. Donc un emploi du temps assez riche, assez passionnant surtout, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui je fais ce que j'aime, ce qui me motive, avec le sourire, et voilà, j'ai des coups de fatigue, on va pas se mentir de temps en temps, mais j'ai envie de dire, en donnant des fois 10 heures, 12 heures de cours de sport par semaine, qui n'aurait pas un coup de fatigue? Donc, c'est pas que la sclérose en plaques. Mm. Ok. Bon, alors tu nous parles de cette ascension. Ouais, une ascension que j'ai eu le bonheur de vivre au culot. Très important. Pourquoi? En 2023, j'entends parler d'une sportive de haut niveau qui accompagne les personnes en situation de handicap à gravir le Kilimanjaro. Cette sportive de haut niveau, cette ultra traileuse, c'est Vanessa Marc Morales. Donc, elle est infirmière de formation et de profession, mais aussi ultra traileuse, c'est-à-dire elle peut courir 100, 150 km d'affilée sans problème. Et cette dame est aussi détentrice du record du monde de la montée et de la descente du Kilimanjaro en courant. Voilà, c'est un record incroyable. Et j'entends parler d'elle sur LinkedIn, puisqu'elle accompagne des personnes en situation de handicap à gravir le Kilimanjaro. Et je décide de la contacter. Mais je décide de la contacter, pas pour lui dire amène-moi sur le Kilimanjaro. Non, non, moi j'avais une autre idée en tête, c'est que je voulais tourner une vidéo sur le Mont Ventoux, donc bien moins haut, avec elle. J'avais déjà tout, hein. J'avais l'idée, j'avais le scénario, la musique. En fait, je voulais tourner une vidéo sur la solidarité qui pouvait exister entre les sportifs professionnels et amateurs, et surtout les sportifs non en situation de handicap et en situation de handicap. Je lui ai proposé le projet, je la connaissais ni d'elle ni d'Adam. Je lui propose le projet, je lui décris tout, elle me dit oui. C'est le destin, elle me dit oui. Donc on tourne cette vidéo on tourne cette vidéo en 2023, en octobre 2023 pour être très précis. Et à peine on s'est rencontrés, on s'est bien entendu. Et elle me dit, mais tu sais, j'organise des expéditions pour le Kilimanjaro. Est-ce que tu voudrais pas être le prochain à l'été 2024? Et ben écoute, j'ai pas réfléchi longtemps, hein.
J'ai dit oui tout de suite, en fait. Je trouvais ça tellement incroyable. Donc ça, on était en octobre 2023 et je suis parti en août 2024 pour monter au sommet du Kilimandjaro. J'en ai profité pour tourner un documentaire sur la maladie, sur ce défi-là. Et en août 2024, j'ai atteint le sommet du Kilimandjaro situé à 5895 mètres d'altitude, pour être précis, après 6 jours de marche et une quarantaine de kilomètres. Quarantaine de kilomètres, ça peut paraître pas beaucoup pour les gens qui courent beaucoup, pour les gens qui marchent beaucoup. Mais je peux vous assurer que 40 kilomètres entre 3000 mètres d'altitude et 6000 mètres avec peu d'oxygène, on les sent passer, on les sent vraiment passer. Alors, pour avoir vu ton documentaire, j'ai versé ma petite larme, mais à la limite, c'est pas ça le plus important, c'est que j'ai vu aussi que toi, ça avait été compliqué, tu as vécu des moments Mm. difficiles. Est-ce que c'est lié au fait que tu as cette maladie ou tous les gens qui font Kilimandjaro, à un moment donné, souffrent, doutent, pleurent, voilà, en chient, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui est très difficile pour tout le monde. J'ai eu de la fatigue chronique. Alors musculairement, ça a très bien été parce que je me suis beaucoup entraîné. Je me suis entraîné 6 mois pour cet objectif-là. J'ai été beaucoup à la salle de sport. J'ai eu beaucoup de problèmes liés, on va dire plutôt à la fatigue chronique, au sommeil. C'est pas que je dormais pas, je dormais, mais typiquement le jour du sommet final, il fallait qu'on se lève à 2 heures du matin. J'ai passé mon temps à m'endormir debout. C'est le porteur on était accompagné d'une équipe de porteurs tanzaniens. J'avais un porteur qui m'était dédié pour me tenir éveillé parce que je n'y arrivais pas du tout, en fait. Je m'endormais toutes les 2 minutes, je tombais en arrière parfois sur le côté. On était obligé de me relever. Donc ça a été très compliqué. Lié à la CEP, je dirais que le seul impact que j'ai eu, c'est cette fatigue chronique. Mais franchement, je pense que c'est tout, puisque après, voilà, mal au genou, mal au genou. De toute façon, j'ai toujours eu mal au genou à force de faire du trail, à force de faire de la course à pied. Donc, c'est un impact plutôt lié à mon activité physique antérieure, à mon âge aussi, hein, qui commence à augmenter. Mais finalement, peu d'impact réellement dû à la CEP, pas de poussée, pas de symptômes trop problématiques liés à la montagne. J'ai eu des maux de tête, j'ai eu des maux de ventre, mais pas de mal aigu des montagnes, pas d'œdème pulmonaire, pas d'œdème cérébral. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est passé facilement parce que c'est loin d'être le cas et que le documentaire en témoigne, mais franchement, si c'était à refaire, je le referais tout de suite et c'est magnifique. Il n'y a rien de plus à dire. C'est tellement humainement et sportivement, c'était beau que waouh. J'ai Mm. juste envie de dire waouh. Ouais, carrément. Alors du coup, quel est le lien que tu peux faire entre la santé, l'activité physique, le mouvement et l'entrepreneuriat et tous ces dirigeants d'entreprise qui ont des fonctions difficiles à Mm, vivre au quotidien, hein, de par la charge de travail, mais aussi la charge mentale. mm. Qu'est-ce que tu as envie de partager là-dessus? Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu regardes l'Organisation mondiale de la santé, pour elle, elle a 3 piliers pour se sentir bien dans sa vie. Il y a le pilier du bien-être physique, social et mental. Déjà, quand tu as ces 3 piliers, quand on enlève un, c'est difficile au quotidien. On peut subir l'un ou l'autre de ces effets-là. Quand tu prends l'activité physique, le sport, le mouvement, ça peut regrouper ces 3 piliers. Clairement, l'activité physique permet d'accéder à ces 3 piliers, d'entretenir une bonne santé physique, une bonne santé mentale et une bonne santé sociale. Donc, je ne peux que conseiller, enfin, même l'OMS le dit, de pratiquer de l'activité physique. Aujourd'hui, quand on parle de physique, de psychologique, de social, on va parler évidemment de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. On va parler de nos articulations, on va parler de notre fonction respiratoire, on va parler de notre fonction cardiovasculaire. Ça, clairement, il n'y a que l'activité physique qui nous permet d'entretenir une bonne forme et d'entretenir ces fonctions vitales au quotidien. Le stress, on sait très bien qu'un cadre, qu'un entrepreneur, quelqu'un de débordé va avoir énormément de stress au quotidien. Ok, il va développer du stress, il va développer,
enfin, plein de choses liées au stress, à la fatigue. Et on le voit aujourd'hui, le burn-out est devenu clairement une nouvelle norme sociale, puisqu'on a de plus en plus de burn-out. L'activité physique va nous permettre d'apporter un équilibre de vie, va nous permettre de ne pas miser tous ses œufs dans le même panier en ne faisant que de travailler, ok, et de nous apporter cette stabilité émotionnelle, cette stabilité d'humeur au quotidien. Donc, évidemment, voilà, pourquoi préconiser l'activité physique? Sociale, évidemment, puisque ça nous permet, quelqu'un qui travaille de chez soi. Donc ça, c'est l'effet aussi post-Covid, plutôt Covid, puisque on a été tous retranchés chez nous, derrière un ordinateur, toute la journée, tout seul. Je parle pas des cyber-apéros qui n'est pas forcément le must de la vie sociale. Mais voilà, aujourd'hui, l'activité physique, aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes qui vivent leur maladie ou leurs problématiques seuls, chez eux, parce qu'ils sont aidants, parce qu'ils sont patients. Et je leur dis, inscrivez-vous à une activité physique, inscrivez-vous dans un club près de chez vous, allez faire de la randonnée. Je ne dis pas de vous inscrire à un marathon Paris, allez faire des randonnées, tisser du lien social. Ça, aujourd'hui, c'est prouvé que le bienfait social est clairement bénéfique pour la santé, pour le quotidien, pareil pour notre humeur et tout. Donc, en résumé, l'activité physique est bénéfique aux trois piliers de bien-être, santé physique, morale et sociale. Ok, ok, ok. Très bien. Donc, du coup, tu as envie de conclure cet échange par quoi pour les dirigeants qui nous regardent? J'ai envie de leur dire, ne mettez pas de côté le mouvement. Alors les arguments, on les connaît tous, hein. J'ai pas le temps, Mm. j'ai pas l'argent, j'ai pas envie, le sport ne m'aime pas. Pensez, renseignez-vous ou demandez à des coachs sportifs ou des professionnels de santé autour de vous quel est l'impact du mouvement. Moi, je me ferai un plaisir de vous expliquer quel est l'impact du mouvement dans votre quotidien, mais surtout ne laissez pas le temps passer, ne laissez pas les années s'empiler les unes après les autres sans faire d'activité physique, puisque même si aujourd'hui vous êtes bien, j'aime faire de la prévention de premier niveau, c'est-à-dire de vous dire pourquoi l'activité physique est bien. N'attendez pas comme moi que la maladie s'installe, que vous ayez un diagnostic de quelconque pathologie pour mettre du mouvement dans votre vie. C'est votre corps qui vous dira merci dès aujourd'hui et encore plus dans quelques années. Faites-vous accompagner, faites-vous accompagner par un professionnel. Pensez évidemment aussi à consulter votre médecin pour connaître votre état de forme actuel, mais surtout faites le premier pas. Le temps, on l'a tous. Si les personnes qui nous regardent veulent faire un test, elles prennent leur téléphone, elles vont dans leur réglage et elles regardent combien de temps elles vont passer dans la journée sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux, le temps qui a été attribué. Tout ce temps, je vous dis pas de plus aller sur les réseaux sociaux, je vous dis plus d'aller plus sur Netflix. Je le fais aussi, évidemment, mais c'est essayer de trouver ce temps qui va vous permettre de faire du bien à votre corps, à votre esprit. Si vous n'y arrivez pas, je peux vous aider. Ça, c'est un deuxième message à passer. De toute façon, tu donneras mes coordonnées, mais si vous avez besoin d'être accompagné, si vous n'êtes pas structuré, moi, je peux vous aider à vous structurer au quotidien. Si c'est pas moi, si c'est un autre, mais en tout cas, mettez du mouvement dans votre vie. Votre corps vous dira merci, puis votre famille, vos enfants, vos petits, vos enfants vous diront merci quand vous serez en pleine santé pour les accompagner à faire des activités. Ouais. Et là, tu touches du doigt quelque chose qui a été assez souvent répété, notamment dans les podcasts que j'ai enregistrés jusqu'à maintenant, c'est l'accompagnement. C'est comme un sportif de haut niveau qui est accompagné par des professionnels. Eh bien, quand on a envie de prendre soin de soi et prendre soin de sa santé, il y a des professionnels autour de nous qui sont des spécialistes, qui ont fait des études, comme tu viens de le dire, Mm, toi, par rapport à ton parcours. Tu t'es spécialisé et donc c'est important de pouvoir se faire accompagner, d'être coaché. Et puis même par rapport à la motivation aussi, à la discipline. mm. euh, pour ancrer des habitudes et des bonnes habitudes dans notre quotidien, eh bien, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui nous y amène et qui nous permet d'ancrer tout ça dans notre hygiène de vie. Ce qui est important, je pense que c'est avoir une structure. À partir du moment où la personne a la motivation à ce premier pas à changer,
Il suffit qu'elle contacte la personne pour être accompagnée. On détermine ensemble les objectifs, les sous-objectifs, les paramètres du quotidien à prendre en compte. Le temps alloué aussi à l'activité physique, voilà, je peux me dégager 1 heure par semaine, 2 heures, 3 heures par semaine. Je précise, d'ailleurs, je fais un petit rappel que normalement, pour se sentir bien, c'est 2 heures et demie d'activité physique modérée par semaine, soit 30 minutes sur 5 jours, ou 1 heure et demie d'activité un peu intense. Ça, c'est super important à savoir. Donc voilà, en fonction du temps qu'elles auront, on peut faire un programme adapté. C'est le matin, c'est une demi-heure par jour. Est-ce que j'ai besoin d'être suivi aussi en termes de nutrition? Est-ce que je mange n'importe quoi devant la télé de manière déséquilibrée? Tout ça, c'est un accompagnement. Ayez l'envie et nous, on aura le discours et l'accompagnement. On s'occupe de tout au final. Vous avez juste à être motivé, à transpirer. Alors, il y a l'envie, mais il y a avant tout, je pense, la prise de conscience. Et c'est ça que je constate, moi, aujourd'hui, de mon côté. C'est justement l'objet de ce podcast aussi, hein, c'est faire prendre conscience de l'importance de sa santé. Et la santé, elle passe par l'activité physique dans un premier temps, quoi. C'est le premier levier pour être en bonne santé sur du long terme. Ok, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour tous ces tips, puis surtout pour avoir partagé ta vie, pour nous avoir expliqué d'où tu viens et ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là et acteur de la santé pour tous. Et voilà, écoute, je partagerai le lien de ton documentaire, tes coordonnées. Et puis ton lien LinkedIn. Merci beaucoup, Bérénice. Voilà. Je te souhaite une belle fin de journée, Guillaume. Et Merci, puis Bérénice. on garde le Belle fin de contact. journée à toi. Merci. Ouais. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie, et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!